Bien, bonjour à tous. Nous allons donc vous proposer un webinaire qui est CFA, comment intégrer et mettre en œuvre la simulation dans plusieurs filières. Nous avons constaté que l'ACPPAV était le premier CFA à être équipé de matériel de simulation pour plusieurs de leurs filières de formation. C'est la raison pour laquelle, chez la Herdal, dès que l'on parle de simulation, forcément, ça évoque des choses pour nous. Pour ceux qui connaissent moins notre entreprise, nous fabriquons et commercialisons notamment des simulateurs patients. Donc, c'était pour nous important et intéressant de partager l'expérience qu'a eu la CPPAV et notamment comment ils ont mis en œuvre ces dispositifs de simulation dans leur formation. Aussi, nous avons organisé ce webinaire de manière à, encore une fois, à échanger et partager avec vous sur ce sujet. C'est l'équipe donc de l'ACPPAV qui va intervenir dans ce webinaire. Et nous aurons Madame Marie-Pierre Gillot, qui est donc la directrice de la CPPAV, Madame Bouillon, qui est la directrice adjointe, Isabelle Rodic, qui est directrice de l'IFAS et de l'IFAP, Amandine Melou, qui est formatrice, et Jérémy Pochy, qui, lui, est ingénieur pédagogique. Donc, nous allons tour à tour leur laisser la parole, de manière à ce qu'ils nous expliquent un petit peu comment tout cela s'est mis en œuvre et comment tout cela s'est déroulé. Avant de commencer ce webinaire, j'ai quelques recommandations à faire et quelques informations. Donc, tous les participants, vous imaginez bien, car vous êtes très nombreux, sont en mode micro coupé, afin que l'on évite les bruits parasites. Évidemment, si tout le monde devait parler ou avoir un bruit autour de soi, ça poserait un problème dans la diffusion du webinaire. Votre vidéo aussi est désactivée pour limiter les problèmes techniques. Pour poser vos questions, vous avez en bas de votre écran une rubrique avec deux bulles, c'est écrit Q et R, donc questions et réponses. Donc nous vous demandons de poser vos questions tout au long de l'exposé, de poser toutes les questions qui pourraient vous paraître importantes ou sur lesquelles vous souhaitez avoir un éclairage. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire et nous nous engageons à y répondre, dans la mesure du possible bien sûr, à la fin de ce webinaire. Effectivement, nous avons un certain nombre d'interlocuteurs qui pourront vraisemblablement vous apporter les réponses que vous attendez. Pendant la présentation, vous aurez une à deux courtes questions qui arriveront sur votre écran. Nous vous remercions de participer, ça nous permet un petit peu aussi de vous sonder en fait sur des sujets qui peuvent être importants pour nous. Et enfin, un lien vers l'enregistrement donc vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire. Vous pourrez accéder donc à l'enregistrement du webinaire. Je crois que j'ai fini avec mes recommandations et je vais maintenant passer la parole à Marie-Pierre Gillot, encore une fois, qui est directrice de la CPPAV et qui va commencer par présenter cette structure. Merci Marie-Pierre, c'est à Gérard. vous. Eh bien, bonjour à chacune et chacun, et puis merci d'être présent autour de cette table virtuelle. Donc, je vais vous présenter rapidement la CPPAV dans un premier temps, et ensuite, je vous exposerai notre motivation à investir, à avoir investi dans des simulateurs et des salles de simulation. Donc, la CPPAV est un institut de formation associatif qui a été créé en 1965 par des pharmaciens pour eux-mêmes, pour former leur propre personnel. Elle est également CFA depuis la date de création des CFA, c'était dans les années 70. Et dans les années 90, elle a souhaité diversifier ses activités en adaptant à l'apprentissage, et ça c'était très novateur, en adaptant à l'apprentissage des diplômes dans le secteur sanitaire et social, dans le domaine sanitaire et social, dont la formation n'était dispensée que classiquement en temps plein. Et aujourd'hui, l'offre de formation de la CPPAV s'étend sur une filière grand âge, handicap, service à la personne, une filière petite enfance et bien sûr la filière pharmacie. L'apprentissage, ça représente 70% de l'activité de la CPPAV.
Ça signifie que la pédagogie de l'apprentissage étant assez spécifique, ça signifie que les équipes ont continuellement recherché des méthodes pédagogiques actives qui permettent aux étudiants de construire des compétences, construire leurs compétences, donc bien au-delà de la simple acquisition de savoirs théoriques ou scientifiques. Et les équipes recherchaient des méthodes qui permettent aussi de faire de ces étudiants en fin de cursus des professionnels autonomes et complètement responsables. Donc, de ce fait, nous avons toujours eu recours à des méthodes de simulation. Par exemple, les jeux de rôle. Dans certaines formations, d'ailleurs, on fait toujours, on travaille, on fait intervenir des comédiens professionnels, donc patients standardisés, donc des jeux de rôle ou beaucoup plus récemment des serious games. Serious games, d'ailleurs, dont nous avons complètement maîtrisé l'ingénierie. Et aujourd'hui, à l'heure de la simulation qui fait appel à des technologies pouvant rendre ces situations simulées extrêmement réalistes, puisqu'on parle même de simulation haute fidélité, nous ne pouvions pas ne pas nous doter de ces outils, de ces pratiques et ne pas en doter non plus nos étudiants. Et ce sont des outils très performants et la performance de ces outils est telle que nous avons décidé de l'intégrer à toutes nos formations, après avoir fait une première expérimentation sur le secteur petite enfance. Voilà, donc maintenant pour les aspects ingénierie et mise en œuvre, je cède la parole à Gérard et à mon équipe. Merci Marie-Pierre. Alors moi j'ai la mission de vous parler un tout petit peu de simulation en santé, parce que peut-être que certains parmi vous ne sont pas nécessairement très familiers avec ce concept-là, avec ce que ça peut être et ce que ça peut apporter. Simplement, donc, je reprends ici la définition de la HAS, qui a fait un rapport à propos de la simulation en 2009. Et la simulation santé correspond à l'utilisation d'un matériel. Donc ce matériel, ça peut être un mannequin, ça peut être un simulateur procédural, ça peut être de la réalité virtuelle. Et Marie-Pierre vient de parler de Serious Game, donc typiquement, on est vraiment dans ce champ-là. Ça peut être un patient standardisé, elle en a aussi parlé. Le propos, c'est de reproduire des situations ou des environnements de soins, enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques, et aussi, peut-être surtout, de répéter des processus, des situations cliniques ou des prises de décision par un professionnel de santé ou une équipe de professionnels. Donc ça, c'est vraiment la définition, je dirais, universellement reconnue. Et aujourd'hui, je crois que toutes les personnes qui souhaitent s'orienter vers la simulation sont effectivement, ceci est très prégnant en tout cas chez eux. Le propos, c'est de s'adresser à tous les professionnels de santé et c'est de former à des procédures, des gestes également, d'acquérir ou de réactualiser les connaissances. On verra tout à l'heure que dans le cercle d'apprentissage, l'apprentissage passe par le biais d'acquisition de compétences, et là, on réactualise justement ces connaissances. Ça permet d'analyser ses pratiques professionnelles, et lors du débriefing, ce sont d'autres personnes qui regardent justement les gestes qui sont réalisés, et donc cette analyse est faite par un tiers, et ça permet vraisemblablement d'améliorer en tout cas ces pratiques. D'aborder des situations dites à risque pour les patients. Typiquement, là aussi, on peut imaginer qu'un patient extrêmement grave arrive dans un service de réanimation et avec une maladie rare, par exemple, eh bien, savoir comment la prendre en charge quand le patient arrivera réellement. On peut effectivement faire une séance de simulation juste avant, juste pour voir un petit peu comment les soins vont s'organiser à partir du moment où le patient arrivera réellement. Et enfin, ça permet de reconstituer des événements indésirables, de les comprendre et bien évidemment d'améliorer la qualité des soins. Et ça, on le voit de plus en plus pour les services d'hygiène dans les hôpitaux, enfin, dans les structures de soins, qui effectivement tentent de reproduire des situations où il se sont produits des événements indésirables, de manière à
essayer d'identifier les causes des erreurs. La simulation, c'est un briefing, une séance et un débriefing. Et ça, pour moi, c'est le mot de la fin. Donc, briefing, effectivement, on va présenter ce que c'est. La séance, vous le verrez, ça vous sera expliqué tout à l'heure, c'est la séance à proprement parler de simulation. Et jamais de simulation sans débriefing, c'est fondamental. Je vais maintenant laisser la parole à Jérémy, qui va présenter la suite, juste le temps de changer de présentation. Jérémy, quand vous le souhaitez. Simplement, Jérémy est ingénieur pédagogique, en 2 mots. Oui, voilà. Bonjour tout le monde. Pour définir effectivement ce que c'est que un ingénieur pédagogique, en tout cas mon travail à la SPPAV, j'essaye du mieux que possible de mettre en place des dispositifs pédagogiques qui sont adaptés au public, puisque notre public est divers et varié. Et du coup, j'essaie de choisir les meilleures modalités pédagogiques. Alors, c'est peut-être un terme barbare. Modalité pédagogique, c'est simplement est-ce qu'on met du distanciel, est-ce qu'on met du présentiel, est-ce qu'on fait de l'hybride, c'est-à-dire qu'on mélange le tout pour trouver la meilleure formation adaptée, ou on peut faire aussi des actions de formation en situation de travail, puisque c'est possible aussi. En tout cas, c'est mon objectif, c'est de trouver la meilleure formation possible en fonction de notre public. Et c'est pour ça que je peux faire le lien avec ce qui nous intéresse ici, en l'occurrence, et la problématique, c'est la simulation en santé. Quel est l'intérêt, en fait, dans notre organisme de formation? En fait, pour moi, et je continuerai sur ce qu'a dit Marie-Pierre juste avant, c'est une suite logique en fait de ce qu'on pratique depuis longtemps. Sauf que là, on a passé le pas et de pousser en fait l'expérience de formation vers l'immersion totale des étudiants. Et c'est vrai que l'outil simulation santé nous le permet complètement. Alors pourquoi? Parce que nous, dans nos métiers qui sont autour de la santé, que ce soit en pharmacie, mais que ce soit aussi pour du service à la personne, de la petite enfance, il y a bien sûr, pour des compétences, il y a des savoirs, des choses théoriques qu'il faut apprendre, bien évidemment. Il y a également des savoir-faire, c'est-à-dire des gestes techniques, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui est très, très important et qui est souvent difficile, en fait, à étudier, à mettre en place ou à comprendre. C'est ce qu'on appelle les savoir-être, c'est-à-dire les facteurs humains, les moyens qu'on va mettre en place, le côté humain, en fait, qu'on a avec le patient. Effectivement, la simulation, tout de suite, on s'en rend compte qu'elle va permettre de travailler, mais vraiment finement sur cette partie-là. Et c'est pour ça que tout de suite, à la SPPAV, on s'est dit, tiens, si on part là-dessus, on va pouvoir travailler sur cette spécificité. Ensuite, bien évidemment, on a dit, et on le fait depuis des années, on fait de la simulation. Mais faire de la simulation, ce n'est pas faire que du jeu de rôle. Là, le jeu de rôle, ce qui est très très bien, j'en mets pas en cause le jeu de rôle, mais souvent, ça va être quelque chose qui va être fait sur le tas. Quand je dis sur le tas, c'est-à-dire que on met un petit peu ça comme ça, on se dit tiens, allez hop, on fait une situation, voilà. Il n'y a pas de cadre. L'avantage de la simulation en santé, c'est qu'il y a un véritable cadre clair. On en a parlé tout à l'heure et je ne vais pas trop m'étendre dessus parce qu'on en parlera beaucoup plus après. C'est l'idée du briefing, de la mise en situation et du débriefing. Et le débriefing, ce qui est important, c'est qu'il y ait une prise du recul de l'étudiant qui va en fait, quand il va faire cette période, ce débriefing, va se rendre compte, avoir l'intelligence de ce qu'il vient de faire, comprendre pourquoi il a fait ça. Et ça, c'est une force très, très importante, encore une fois, par rapport à notre métier, et même dans d'autres métiers, bien évidemment, quand on comprend pourquoi on fait les choses, c'est toujours mieux et on le fait mieux. Ensuite, bien évidemment, qui dit santé et service à la personne, il dit aussi pas droit à l'erreur quelque part, en tout cas sur des patients, de vrais patients. L'avantage de la simulation, qui est très très proche du réel, c'est une sécurité. En fait, on garantit la sécurité des soins et jamais la première fois sur le patient, comme on dit. Là, bien évidemment, ça s'applique particulièrement et c'est très très intéressant de pousser vraiment très très loin l'immersion dans le métier. Tout ça pour conclure sur quoi? Construire des séquences pédagogiques innovantes pour l'apprentissage du raisonnement clinique. Et c'est ça l'objectif, c'est vraiment trouver cette immersion parfaite en fait du métier pour vraiment former le mieux possible nos professionnels de santé et en pharmacie. En tout cas, c'est là l'objectif qu'on a vu clairement tout de suite. Alors, pour aller un petit peu plus loin et pour comprendre un petit peu mieux, on va voir la genèse, en fait, avec Isabelle. La genèse, excusez-moi, hop, je passe, la construction de la formation qu'on va voir en gros en 6 étapes, puisqu'on a découpé ça pour que ce soit le plus clair possible. Et on commencera effectivement avec
le choix de la formation qui a été fait, et Isabelle Roddick va expliquer un petit peu comment on a choisi de travailler sur les auxiliaires de puériculture pour mettre en place la simulation en santé. Isabelle, je te laisse la parole du coup. Merci Jérémy. Donc bonjour à vous. Donc aujourd'hui, la pédagogie par simulation est intégrée dans les nouveaux référentiels de formation en santé. Cette pédagogie, en fait, elle est centrée sur les activités et les compétences professionnelles. C'est donc une pédagogie innovante où l'étudiant va être actif, contrairement aux cours magistraux. On s'est donc posé une question avec l'équipe pédagogique pour répondre finalement à cette nouvelle pédagogie. C'est comment intégrer l'étudiant dans son milieu professionnel. La réponse à la question est la simulation. Donc, ce projet a vu le jour à la CPPAV en septembre 2021 sur la formation auxiliaire de puériculture grâce à Marie-Pierre Gillot qui a consacré un investissement conséquent à la simulation. Donc, c'est une chance pour nous. La simulation, ça ne se fait pas tout seul, il faut des équipements. Tout d'abord, il faut installer des salles de simulation. Donc, on a pu avoir sur chaque site 2 salles de simulation, une en salle plutôt adulte et une plus consacrée au secteur de l'enfant. En quoi consiste le matériel de ces salles? Bien, il faut des caméras, il faut des micros, il faut une liaison vidéo, il faut un logiciel et surtout, enfin, pas tout surtout, mais parfois, aussi des mannequins qui vont, on va dire, être spécialisés et qu'on appellera haute fidélité. Donc, on a donc également acheté 2 mannequins adultes et 2 mannequins enfants connectés. La particularité de ces mannequins, c'est qu'ils sont plus vrais que nature et on peut les confondre presque avec un patient. Par contre, il faut quand même les piloter. Donc, qui va piloter ces mannequins? Le formateur, qui va faire réagir le mannequin, et le logiciel, qui va permettre de piloter le mannequin. Ces mannequins, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, on peut finalement leur faire ouvrir les yeux, leur faire fermer les yeux, on peut aussi également les faire respirer, on peut les faire tousser, on peut mettre en place un scénario qui va mettre en place les mesures, on va dire, des paramètres vitaux et assurer en direct la prise en charge d'un malaise. On peut également mettre en place des soins plus spécifiques, une pose de poche urinaire, faire des aspirations. On peut également faire des pansements. Voilà, donc toute une nouvelle technologie. Mais pour cela, il faut que les formateurs soient formés. Je laisse donc la parole à Amandine, formatrice à la CPPAV. Bonjour à tous. Donc, effectivement, comme vous avez pu le voir précédemment, la simulation est un outil très sophistiqué basé sur une technique pédagogique nouvelle qui n'est pas simple à maîtriser. Donc, la formation est importante car elle apporte des connaissances non seulement sur des savoirs techniques comme l'utilisation du matériel présenté juste avant, théoriques comme par exemple la création des scénarios et aussi, comme on a pu le dire, basé aussi sur le savoir-être grâce notamment avec le débriefing. Lors de la formation, nous avons pu mettre en application toutes ces compétences travaillées auprès de plusieurs étudiantes en formation d'auxiliaire de puériculture. Leurs retours ont été très positifs, malgré leurs appréhensions de départ. Elles ont apprécié d'être immergées en situation réelle. Elles ont apprécié également l'atmosphère bienveillante et respectueuse qui a duré pendant toute la préparation et ensuite la mise en situation ainsi que le débriefing. Et elles ont surtout pris conscience qu'elles avaient le droit à l'erreur. Ça, effectivement, c'est quelque chose dont elles n'avaient pas conscience auparavant. Pour les formateurs, ça nous a permis d'apprivoiser une nouvelle fonction dans laquelle, effectivement, l'étudiant est devenu acteur principal. Le formateur reste en recul
il sort de son rôle d'enseignant à proprement dit pour devenir soit un facilitateur, comme vous allez pouvoir le voir dans les prochaines slides, on vous présentera les séquences de simulation. Lors de la séquence, le formateur peut être facilitateur, c'est-à-dire qu'il devient un guide pendant la mise en situation et va orienter l'étudiant en fonction du scénario qui a été travaillé. Soit il devient le formateur qui va animer le débriefing pour favoriser effectivement la réflexion active, la prise du recul sur la situation qui vient d'être vécue par l'étudiant et surtout pour revenir, comme on l'a dit aussi auparavant, sur les savoir-être qui sont importants à maîtriser dans des situations réelles. Je vais passer la parole à Jérémy qui va vous expliquer l'intégration de la simulation au sein de la formation. Merci Amandine, parce qu'effectivement, on n'improvise pas. C'est pas du sur le tas la simulation. Alors on le répète beaucoup, mais c'est parce que c'est peut-être quelque chose d'important de la simulation. Là, vous avez vu l'acte de faire la simulation, mais en amont et en aval, il y a pas mal de choses à mettre en place. En l'occurrence, en amont, il va falloir organiser. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une équipe transversale. Hein. Alors c'est pour ça qu'il y a besoin d'ingénieurs pédagogiques, de formateurs. Pourquoi ? Parce que il faut réussir à créer des contenus avant de commencer. Et ces contenus sont divers et variés. Il va falloir, par exemple, proposer des présentations pour expliquer les règles. Donc, il faut essayer d'harmoniser un peu le travail pour pas que ce soit le formateur qui doive tout faire. Il faut réfléchir aussi à quel type de compétences je vais mettre en simulation, parce qu'il y a des choses qui peuvent fonctionner, il y a des choses qui peuvent moins fonctionner. Donc, il va falloir aller regarder dans le référentiel. Qu'est-ce que je vais... Tiens, le bain du nourrisson, ça peut être quelque chose de très intéressant à faire en simulation. Donc, je vais prendre ça. Par contre, il y a des choses qui sont peut-être pas faciles à mettre en place. Donc, là aussi, je vais regarder ça. Donc, je m'appuie sur le référentiel, bien évidemment. Et aussi, ce qui va être important après, c'est de créer, et c'est peut-être le plus important au démarrage, c'est de créer des bons scénarios, de bons scénariés. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour créer l'immersion. Donc là, encore une fois, le formateur aidé de son référent, hein, que ce soit un ingénieur pédagogique ou autre, hein, vont essayer de construire quelque chose qui doit être solide, qui doit être précis, fin, parce que effectivement, si on met des choses qui sont complètement incongrues ou qui ne sont pas possibles, ou en tout cas qui n'arrivent pas dans la réalité, on s'éloigne en fait de l'objectif principal, c'est de l'immersion en fait dans le réel. Donc, vous voyez, un scénario, il se construit calmement, il se construit en équipe. On le teste aussi avant. Hein, c'est ce qu'on avait vu avec Amandine et Isabelle quand on a travaillé sur les scénarios. Des fois, on a le sentiment que le scénario est parfait, puis quand on le passe entre nous, on s'aperçoit qu'il y a des petits détails qui vont pas. Donc, c'est une phase très très importante. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, quand je dis une intégration de la simulation dans la formation, il faut se dire qu'elle aura une place importante et que du coup, ça se travaille en amont, comme je viens de le dire, pendant, c'est-à-dire la simulation, et après, parce qu'on peut même effectivement proposer des évaluations par le biais effectivement de cette simulation. On parlait des outils technologiques, Isabelle en a très bien parlé et Gérard aussi. On peut utiliser tous les outils pour faire des aléas pendant les scénarios, par exemple, sur un enfant, il va se passer un élément sur lequel on veut travailler. Donc, du coup, les outils technologiques vont nous permettre de mettre ces aléas comme dans la vraie vie. Donc, c'est très, très intéressant. Mais peut-être pour que ce soit encore plus clair pour vous, je vais peut-être laisser la parole à Isabelle qui va nous montrer en quelques instants comment ça fonctionne en fait le processus en fait de la simulation santé, et ça sera peut-être plus clair pour vous. Isabelle, je te laisse la parole. Donc, comment fonctionne une séance de simulation? Donc, vous l'avez vu, on vous parle de mots, briefing, scénario, débriefing. En quoi ça consiste? Donc, la simulation, une séance, ça se fait en 3 étapes. Il y a tout d'abord le briefing, qui est donc l'étape importante qui va permettre au formateur déjà de préciser le cadre de la séance de la simulation. Donc, en général, ça se fait dans la salle de cours avec le formateur, des étudiants, le facilitateur qui, je le rappelle, est formateur également.
on va mettre un cadre qui va poser les règles de bonne pratique. Tout d'abord, il est important de rappeler le principe de la confidentialité. On l'a vu également, ce qui est important pour assurer les élèves, c'est l'absence du jugement. Ensuite, il y aura donc la présentation du contexte, par exemple, prise en charge d'une situation de bloc opératoire. Donc pour cela, il va falloir que l'étudiant se familiarise avec le matériel mis à disposition. Une fois le briefing bien posé, donc on va passer à la phase du déroulement du scénario. Donc la mise en œuvre, l'étudiant ou les étudiants, en fait, vont être guidés par le formateur facilitateur qui adapte son évolution en fonction des réactions de l'étudiant ou des étudiants. Il faut savoir donc que la séance est enregistrée via la caméra. La séance a lieu. Ensuite, on va donc passer à la phase de débriefing, qui est en fait un temps d'analyse de pratique. Je dirais que c'est le temps majeur d'apprentissage. Donc, il faut savoir que durant ce temps-là, le formateur est guidé par une fiche de débriefing et en fait, il doit revenir sur le scénario et dégager avec les étudiants les points correspondant aux objectifs fixés par rapport aux éléments d'évaluation du référentiel de formation. Voilà comment fonctionne une séance de simulation. Ces séances de simulation sont très riches en expérience et aujourd'hui, nous nous orientons sur une stratégie de diffusion. Et pour cela, je laisse la parole à Christelle. Bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez constaté, les formations que nous dispensons tournent toujours autour de l'humain, du patient. Et c'est pour cette raison que la simulation en santé a toute sa place et prend tout son sens. Aujourd'hui, notre stratégie est de développer, de déployer cette simulation sur nos autres filières qui sont l'aide à la personne et la pharmacie. Aujourd'hui, nous avons donc 2 salles équipées et connectées par site, donc 4 salles au total, puisque nous avons 2 sites. Donc, une salle d'aide et services à la personne et une autre salle de puériculture où nous avons donc expérimenté cette simulation. Demain, nous aurons 2 nouvelles salles équipées et connectées. Donc, ces salles sont du ressort de la pharmacie, du secteur de la pharmacie. Nous allons donc implanter dans les pharmathèques. Les pharmathèques, vous avez un visuel donc en bas de la page. Ce sont des salles aujourd'hui présentes sur chacune de nos sites qui reproduisent une pharmacie d'officine, celle que nous avons déjà utilisée pour travailler sur des mises en situation professionnelles, notamment des jeux de rôle. Donc demain, nous l'équiperons avec du matériel de simulation, tel que des micros, des caméras, une liaison vidéo et bien sûr un logiciel adapté. Donc ces salles équipées, au nombre de 6, permettront vraiment de créer des conditions d'exercice réelles pour nos étudiants et en fait de mieux les former et donc de mieux préparer les professionnels de demain. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, que nous déployons donc sur ces secteurs-là. Et donc je laisse la main à Jérémy pour vous présenter les derniers petits conseils pour mettre au mieux et implanter au mieux une simulation. Oui, pour conclure et pour vous expliquer aussi un petit peu, en tout cas vous donner les premiers conseils, hein, si d'aventure vous disiez, allez hop, je me lance dans l'aventure de la simulation en santé, je voulais revenir sur certains petits éléments, je pense, qui sont alors peut-être basiques pour certains, vous allez vous dire, oui, c'est logique, mais en même temps, c'est tellement important qu'on ne peut pas passer à côté et vous prévenir aussi je vais pas parler de difficultés, c'est plutôt de préparation, en fait, à mettre les choses en place, parce que c'est pas forcément des difficultés, c'est juste savoir ce qu'il faut faire. La première des choses, c'est se poser la question, est-ce que j'ai les locaux suffisants pour le faire? Est-ce que mes salles sont suffisamment grandes? Est-ce que je peux accueillir un aménagement spécifique? Ça paraît anodin, mais si effectivement vous ne pouvez pas, vous n'avez pas suffisamment de salles ou alors vous n'avez pas la place pour accueillir le matériel, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, il faut penser, je pense au préalable à ça, se dire, voilà, je suis prêt à investir dans la place et dans mes locaux. Est-ce que je peux le faire
ou est-ce que j'en ai l'envie et la volonté? Ensuite, la deuxième chose, et je pense qu'on aurait été clair là-dessus, vous vous rendez compte, et je le répète pour la troisième fois, mais ce n'est pas du travail sur le tas, c'est un véritable protocole et pour avoir une expérience optimale. C'est-à-dire que si on ne met pas toutes les chances de son côté, en l'occurrence dans la formation de tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs, c'est-à-dire pas seulement et uniquement les formateurs qui seront sur le terrain, mais également les responsables de formation et tous ceux qui vont aider à la mise en pratique de la simulation, bah, ça serait une erreur parce qu'on ne pourrait pas aller au bout de l'expérience. Et là, c'est vraiment dommage. C'est pour ça que choisir également un référent, une personne qui va être là pour aider, assister, accompagner en fait les gens qui vont travailler autour de ça, que ce soit comme tout à l'heure pour choisir les meilleurs actes à faire par rapport au référentiel, pour aider, donner un coup de main sur la technique, qui n'est pas foncièrement compliqué, mais il faut le faire, hein, il faut le pratiquer. Donc c'est vrai que c'est bien quand il y a quelqu'un qui sait le faire. Donc choisir bien ses acteurs et se dire qu'on va le faire à fond. En fait, c'est un petit peu le terme. Hein, c'est je me mets à fond dans ma simulation. Et enfin, et vraiment en guise de conclusion, c'est accepter, parce que c'est ça peut-être l'élément principal, c'est accepter le changement. Tout d'abord, se dire que c'est une véritable organisation à mettre en place et donc adapter ces formations qui étaient peut-être d'une autre manière avant, avec des cours plus descendants, des cours différents. Bah là, j'accepte le fait que je vais changer mon organisation. Ça peut entraîner des contraintes, ça peut être difficile, mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas aller vers cela. Se donner les moyens du changement, bah là, parlons aussi de quelque chose dont on n'a pas trop parlé. Enfin, on en a quand même parlé, Marie-Pierre l'a soulevé tout à l'heure, c'est un investissement. Alors, un investissement qui n'est pas que financier, même si c'est un investissement qui est quand même relativement important. Hein, ce sont quand même des outils très, très avancés technologiquement parlant. Donc, bien évidemment, ça sous-entend un coût, mais c'est aussi un investissement humain. Et je le répète, il faut prendre des gens qui seront investis et qui vont participer à la création de cette simulation. Et enfin, et pour conclure, entraîner l'équipe vers la simulation, motiver ses troupes, même les plus réfractaires, parce que vous en aurez forcément. Il y aura des gens qui préféraient, c'était mieux avant, comme on dit. Bah, mais oui, c'était bien aussi avant, mais la simulation existe depuis très 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 longtemps. Hein. Ça ne date pas d'hier, ça date même d'avant-hier. Donc finalement, vous pouvez les motiver en leur disant que voilà, la simulation, c'est peut-être un art primordial hein, pour apprendre aux autres à se former, à être professionnels. Donc là, on utilise juste des outils plus performants, plus techniques, qui demandent un tout petit peu effectivement d'apprentissage, mais qui finalement, ça passe plutôt pas mal. On arrive à se débrouiller avec. Et c'est vrai qu'avec de l'accompagnement, ça peut fonctionner. Donc, bah, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Après, si vous avez d'autres questions, je redonne la main à Gérard pour qu'il puisse nous permettre de répondre aux éventuelles questions. Je vais mettre un dernier écran, partager donc mon écran. Simplement donc entamer la démarche question, effectivement, et répondre à vos questions. Il y en a plusieurs dans le Q&A, donc vous pouvez encore poser des questions. Et donc, je vais compter sur les personnes de l'ACPPAV. J'ai lu quelques questions déjà et il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas familier. Donc, ça va forcément vous évoquer beaucoup de choses à vous. Et puis, donc, je voulais aussi vous montrer ce cercle d'apprentissage qui, pour le coup, fait une conclusion en fait aux présentations qui ont été amenées aujourd'hui. L'amélioration de la qualité des soins, ça passe par un cycle en fait, et on a bien vu hein, ces différentes étapes. C'est l'acquisition des connaissances, c'est la maîtrise des compétences, c'est la notion de prise de décision, la simulation en équipe, et ce cercle se tourne comme ceci jusqu'à l'amélioration de la qualité des soins. Les questions donc, que vous avez posées, là, je ne sais pas qui pourra répondre. J'avoue que moi, je suis un petit peu sec vis-à-vis de cette question-là. Passer de la simulation au métaverse, quel intérêt, quelle différence? Est-ce que c'est plus immersif? Est-ce que c'est plus efficace ou pas?
Est-ce que quelqu'un a une réponse à apporter? Peut-être Je ne Jérémy. sais pas pourquoi, mais je pense que là, les yeux vont se diriger vers moi. Je ne sais pas pourquoi. Pas forcément, Jérémy. Alors, Moi, bonjour moi Olivier. perso, j'ai pas d'expérience du métaverse, donc ça m'est difficile de répondre à cette question. Je Si vais ce n'est peut-être. peut-être la renvoyer à Gérard, est-ce que selon vous, Gérard, le métaverse serait disruptif par rapport à ce que nous faisons jusqu'à présent avec la simulation santé? Mais bon, Alors, Jérémy, oui, je t'en prie. oui, je suis sûr que Jérémy a beaucoup Non, d'informations. mais je vais répondre à Olivier, parce que j'ai vu qu'il a posé une autre question qui ne va pas ensemble, mais qui parlait des différences dans le scénario pédagogique entre la simulation et la FEST. En fait, enfin, je vais me permettre de répondre aux deux questions. En fait, le métaverse, effectivement, ça va être intéressant. Donc, c'est l'immersion avec des casques virtuels dans un univers, un environnement. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le métaverse est de la simulation. Sauf que à l'heure actuelle, à l'instant T, avec les outils technologiques qu'on a, et je pense pour faciliter les choses, je pense que ce qui est l'idéal aujourd'hui est la simulation en santé, parce qu'elle utilise des outils très, enfin, on va dire très technologiques. Maintenant, effectivement, dans quelques années, et comme on l'a dit dans l'introduction sur la simulation, dans quelques années, et quand ça sera beaucoup plus démocratisé, mais quand je dis dans quelques années, ça passe tellement vite que ça sera peut-être dans quelques mois, pourquoi pas aller vers ce fameux métaverse et être dans une... Alors là, l'immersion est complètement totale, hein, puisque là, on a notre casque virtuel et on peut faire des choses qui sont très, très poussées. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on est encore au balbutiement du métaverse, alors que la simulation, elle est extrêmement avancée et tellement fine qu'on peut faire des choses très, très importantes. Et c'est pour ça qu'en médecine, la majorité des facs, etc., utilisent la simulation en santé. Donc, partons aussi sur ce qui est fiable à l'heure actuelle et on reviendra dans quelques années peut-être sur les métaverses, ou peut-être dans quelques mois. Mais pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux aller sur quelque chose de fiable et qui est fonctionnel. Quant à effectivement la FEST, donc les actions de formation en situation de travail, c'est-à-dire de placer effectivement là l'étudiant, pas dans une simulation fictive, mais dans le réel, c'est-à-dire sur son lieu de travail. Ce qui est très très intéressant, et Olivier l'a bien remarqué, c'est que les règles et le briefing, débriefing et la mise en situation est rigoureusement la même, puisqu'il y a cette notion de réflexivité qui est pareille. La seule différence, c'est que l'avantage de la simulation, alors si on peut appeler ça un avantage, c'est qu'on ne touche pas au patient. Et je veux dire, là, l'erreur peut être réalisable, alors que la FEST, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui encadre, en général un maître d'apprentissage. Donc, je ne vais pas expliquer ce que c'est que la FEST, là, à l'heure actuelle, on n'a pas forcément trop le temps. Ce sont des choses, je dirais, c'est des cousins, hein. Ils se suivent, ils sont un peu pareils, mais avec chacun sa spécificité et son lieu. Là, on peut être sur le lieu de l'organisme de formation, alors que la FEST, on doit être forcément sur son lieu de travail ou sur son lieu de stage, avec peut-être, avec des accompagnateurs qui seront des maîtres d'apprentissage qui doivent également être formés, mais qui ne sont pas forcément dans les locaux. Donc, un travail aussi intéressant, mais qui n'est pas exactement le même. Voilà. Donc, j'ai répondu aux Oui, deux questions d'Olivier. Je ne sais pas si c'était très clair. Et Marie-Pierre, je te laisse la parole. oui, dans les formations en alternance, de toute façon, l'efficacité, elle résulte de la combinaison et de l'ingénierie qu'on met autour de cette combinaison entre la simulation en santé et la FEST. C'est-à-dire qu'on entraîne l'étudiant au maximum sur la simulation et ensuite, ce qu'il a appris, il le confronte à la réalité sur son réel terrain professionnel, mais avec, comme tu as dit, toute la sécurisation, enfin une sécurisation maximale, parce que la première fois n'aura pas été sur le patient. Merci beaucoup, Jérémy et Marie-Pierre. Alors, moi, j'ai appris beaucoup de choses hein, pendant vos différents exposés et je viens en plus d'apprendre ce qu'était la FEST. J'avais d'autres questions. Est-ce que la caméra est obligatoire? Autrement dit, est-ce que la vidéo est obligatoire pour mener des séances de simulation? Qui veut Jérémy? répondre? On peut répondre, enfin, je peux amener un élément de réponse. Après, si d'autres personnes, bien évidemment, veulent, Amandine ou Isabelle, c'est bien évidemment un avantage. Le premier avantage,
de filmer quand même, c'est-à-dire pouvoir pointer du doigt certains éléments, certaines spécificités. Donc, c'est intéressant de faire un focus sur quelque chose et pouvoir, lors du débriefing, revenir sur certains éléments. Donc, ça, c'est quand même, c'est pas indispensable, rien n'est indispensable, mais c'est fortement recommandé, hein, puisque on va pouvoir s'appuyer, comme je le disais, sur des points, sur des éléments et revoir ce qui a été fait. C'est-à-dire que l'étudiant voit ce qu'il a fait. Et ça, c'est pas rien, c'est pas anodin, d'une manière en plus très simple, parce que c'est pas une usine à gaz à mettre ça en place. C'est vraiment lors de la mise en situation, c'est extrêmement facile de mettre ça en place. C'est ça l'avantage. Après, il y a d'autres éléments intéressants. C'est par exemple de pouvoir laisser avec le facilitateur l'étudiant qui va être seul dans une salle comme s'il était dans une réelle situation. Donc, on parlait d'AFEST tout à l'heure, là, c'est pareil. C'est-à-dire que l'étudiant est seul avec le patient, un faux patient, et son facilitateur. Et du coup, il est vraiment dans une... Alors, bien évidemment, le but, c'est pas de le stresser, puisqu'on a parlé de bienveillance, mais il est seul, et du coup, ça lui permet de faire un acte professionnel dans des conditions quasi réelles. Ça, c'est pas mal, puisque le reste de la classe et l'autre formateur est dans une autre salle. Donc ça, c'est un autre élément. Alors après, je ne sais pas si vous voyez d'autres éléments. En tout cas, ces deux-là, pour moi, c'est indispensable. En effet, en fait, moi, je rajouterais, du coup, par rapport à la caméra, le fait que la séance soit enregistrée, ben, du coup, on peut la retravailler. Du coup, parce que, bon, comme on l'a vu, hein, la simulation, on en fait depuis très longtemps. Là, le fait de, je dirais, le positif de tout cela, c'est de justement pouvoir filmer cette séance. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder en fait une séance de simulation. Là, on vous en a montré une, mais après, ça peut également se faire dans le cadre d'une certification. Ça peut également se faire en petit comité, ou ça peut, du coup, l'utilité de la caméra, c'est que vous avez donc un étudiant qui est vraiment en situation comme dans une chambre d'hôpital, et le reste de la promotion qui, justement, visionne ce qui va se passer. Donc, l'idée, c'est vraiment parce que ça nous est arrivé, puis finalement, quand on est dans l'action, on ne se rend pas forcément compte de nos gestes. Et l'étudiant va dire « Ah non, 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 mais moi, ça, je ne l'ai pas fait. » Bah, le fait que ça soit filmé, puisqu'à certaines séquences, on peut également mettre des petits slides sur la vidéo, ça peut permettre de revenir en disant bah, « On va vous remontrer la séance et on en rediscute. » Donc, le fait que ça soit filmé, ça permet vraiment de reprendre cette séance dans un second temps et de vraiment faire ce travail d'analyse. Parce que donc, les étudiants sont... Quand on est dans le faire, c'est vrai qu'on ne réfléchit pas forcément, on réfléchit d'une certaine façon. Là, ça permet vraiment de dire, mais qu'est-ce que tu as voulu faire en faisant ce geste-là? Donc, ça permet vraiment d'enrichir et de plonger l'étudiant vraiment au plus proche du réel. Peut-être que cette situation-là, il l'a fait parce que finalement, c'était la première fois, il était stressé, il n'avait pas une maîtrise du geste. Voilà. Donc, ça permet vraiment d'argumenter, je dirais, la pratique du soin. Quelqu'un veut... Il y a aussi une dimension, pardon d'intervenir, une dimension de temps aussi, parce que quand on fait un exercice finalement, enfin une mise en situation, on perd la notion de temps. On ne sait plus exactement combien de temps on a mis ou combien de temps on a passé à attendre finalement, à ne pas savoir, etc. Et ça permet effectivement de ramener. Oui, je suis resté 20 secondes sans rien faire. Et puis on s'aperçoit à l'enregistrement que c'était 2 minutes et qui ont pu paraître très vite. Donc c'est vrai que ça apporte beaucoup de choses finalement la vidéo. J'ai d'autres questions, bien évidemment. Alors, il y a des questions sur les aspects économiques. Quel est le prix d'achat de mannequins enfants, bébés? Quel est l'investissement nécessaire, une fourchette d'investissement? Et comment avez-vous financé ce matériel de simulation? Moi, je vais me permettre de répondre sur le prix d'achat des mannequins, et vous pourrez ajouter évidemment toute la dimension que vous avez. C'est difficile de répondre comme ça. Je ne fais pas
le vilain commercial qui essaie de noyer le poisson, c'est simplement qu'il y a beaucoup de caractéristiques différentes dans les différents simulateurs, effectivement. Certains qui seront extrêmement sophistiqués et d'autres qui pourraient être simplement un corps inerte sur lequel vous pourrez certes faire des gestes, mais il n'y aura pas de réponse, etc. Donc, vous donner un prix pour un simulateur, c'est très compliqué. Et je vous recommanderais volontiers de nous contacter plus tard. Après, pour l'investissement, je vais laisser peut-être Marie-Pierre répondre Oui, bien à sûr. cela. Alors, c'est difficile de répondre à cette question dans des chiffres parce que ça dépend de la configuration des locaux. Il y a des travaux d'électricité à faire. Enfin, il y a des différents travaux à faire qui dépendent beaucoup de vos locaux. Ça dépend aussi de votre projet. C'est difficile de répondre comme ça. En tout cas, c'est un investissement c'est un investissement. Après, comment il est financé par rapport à nous? Nous l'avons financé en totalité, complètement en fonds propres. Pourquoi? Parce que quand on commence à réfléchir à un projet de simulation en santé, il y a une maturation qui se fait. Et à un moment donné, on est prêt à y aller. Nous, quand on a été prêt à y aller, il n'y avait pas d'appel à ce moment-là, il n'y avait pas d'appel à projet pour les investissements dans les CFA. Il y en a eu peu de temps après que nous nous soyons engagés, que nous avions signé les bons de commande, etc. C'était trop tard, mais bon, c'est pas grave. Après, on peut préparer aussi cet investissement. Alors ça renvoie à des échanges que vous pourriez avoir avec votre commissaire aux comptes. Voilà, d'ici 2 ans, 3 ans, je veux me lancer dans cette rénovation de notre pédagogie. Donc, je peux provisionner 1 an, 2 ans, 3 ans à l'avance une partie du montant de l'investissement. Et puis après, pouvoir investir un petit peu plus facilement. Voilà. C'est difficile, ça a été ce que nous avons fait nous. Après, c'est difficile de donner des conseils par rapport à ça. Il y a l'investissement, mais il y a aussi le fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est achat du matériel. Il y a une partie pour ce qui est des logiciels qui n'entrent plus dans les investissements, mais qui entrent dans le budget de fonctionnement. Voilà. C'est un petit peu, enfin, je vous rejoins, Gérard, c'est difficile de répondre en donnant une fourchette. De même, j'ai vu une question par rapport quel est l'espace minimum nécessaire. Je ne sais pas si Jérémy ou Isabelle pourraient répondre mieux que moi, mais si vous avez déjà un plateau technique avec des lits médicalisés, je pense que c'est l'espace minimum suffisant. Après, il faut vraiment faire une étude sur place. Enfin, chez la Herdal, des techniciens sont venus pour étudier les locaux. Voilà comment placer la caméra. Est-ce qu'il y aura suffisamment de recul, la prise de son, est-ce qu'il n'y aura pas des endroits qui feront écho? Enfin, c'est là encore l'espace minimum nécessaire. Enfin, c'est, je dirais, le plateau technique que vous utilisez habituellement. Je ne sais pas si j'ai correctement répondu. C'est un petit peu une réponse donnée sans réelle réponse, mais c'est vraiment très individualisé. Je suis vraiment d'accord avec vous, Marie-Pierre. Effectivement, alors le minimum, c'est une pièce qui ressemble à la pièce que l'on va utiliser dans son activité, en fait, de professionnel. Donc, il y a ça. Après les immenses centres de simulation font des salles avec des vitres sans teint, etc., etc. Et de fait, aujourd'hui, avec la vidéo et la possibilité de retransmission à distance de vidéo, c'est de moins en moins le cas. Ces salles avec des vitres sans teint sont de moins en moins mises en œuvre parce que justement la vidéo permet de se déplacer en fait et de voir exactement ce qui se passe et de pouvoir interagir. J'ai vu une question aussi à propos du facilitateur.
donc une personne qui a eu des expériences de simulation visiblement, et le facilitateur n'est pas présent avec l'étudiant dans la salle, mais il suit la vidéo justement à distance. C'est pour ça que je fais un petit peu le lien. Et le facilitateur n'intervient que s'il y a un blocage pour le déroulement du scénario et éviter la mise en échec. Est-ce que vous en avez la même définition? Alors, Isabelle qui hoche la tête, qui secoue la tête, plus tout exactement. à fait. Du coup, le rôle du facilitateur, d'où l'importance de la formation, puisque du coup, c'est vrai que nous, avant cette formation, c'est pareil, le facilitateur, on n'en avait pas. Là, je dirais que ce que vous mettez en avant, c'est plus le formateur pilote, du coup, qui va en effet accompagner l'étudiant par rapport aux réactions. Le facilitateur, son rôle, c'est d'être vraiment plongé dans le scénario. Ça peut être le facilitateur, ça peut être le formateur, mais qui va jouer le rôle de parent et qui va pouvoir accompagner l'apprenant en posant quelques questions pour justement aller questionner les savoirs. Donc, pour moi, le facilitateur est présent en fait durant la scène. Voilà. C'est justement quel rôle, il faut bien définir les rôles de chacun. Pour compléter ce que tu dis, Isabelle, ce qui est important, c'est que, et ça fait partie des règles, en tout cas de la simulation, c'est que chacun joue son rôle réel. C'est-à-dire qu'on va demander à l'étudiant de jouer son rôle de professionnel, alors aussi il y a de périculture, ou voilà, mais son rôle professionnel. Et on peut pas lui demander de jouer le rôle du parent ou le rôle de quelqu'un qui va faire des interférences ou des aléas de la situation. Donc c'est vrai que le facilitateur va être là pour apporter ces éléments qui vont faire la vie, comment dirais-je, ouais, la réalité de la situation. Donc en général, dans la simulation, on essaye que l'étudiant ne soit uniquement là que dans son propre rôle, enfin c'est pas évident à dire, mais dans son rôle de professionnel, mais pas dans un autre rôle. Voilà, on laisse le reste aux formateurs qui, eux, sont là pour aider ou au contraire conseiller ou aiguiller ou voilà, ou donner des indications. Voilà, c'est le plus simple. Mais comme il y a cette notion, comme on dit toujours, de bienveillance au sein de la simulation, c'est vrai que c'est pas pour rien qu'on utilise le terme de facilitateur, ce qui veut dire plein de choses, mais il est très important d'être là pour éviter que y ait une situation qui se passe mal, parce que c'est pas le but. Le but, c'est qu'on soit dans d'extrêmement bonnes conditions. Et le rôle est important aussi pour ça. Si je peux me permettre aussi de rajouter, il est important que le formateur facilitateur et le formateur pilote soient deux personnes distinctes parce qu'ils ont des rôles totalement différents au moment de la mise en situation. Intervenir, c'est montrer à l'étudiant qu'il a réalisé quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui bloque justement. Donc ça voudrait dire que du coup, forcément, il est un peu en échec. Alors que si le facilitateur est là tout au long de la mise en situation, il l'oriente, effectivement, s'il voit qu'il a des difficultés, le scénario est fait pour ça. Et le formateur pilote qui est à distance avec le reste du groupe, quand c'est le cas, et qui visionne en même temps ce qui se passe, lui doit être concentré pour pouvoir identifier aussi tous les moments clés de la mise en situation et pouvoir débriefer de cette situation, alors que ce n'est pas du tout le rôle du facilitateur parce que lui, finalement, il reste neutre, il n'a pas à intervenir dans le débriefing. Et donc, il faut que ça soit vraiment deux personnes bien distinctes et qu'elles aient chacun un rôle bien défini. Merci à tous les trois pour cet éclairage. Combien de temps consacrez-vous par étudiant pour les séances de simulation? Est-ce que vous avez pu faire une moyenne? Est-ce que vous avez pu avoir une comptabilité de tout cela? Alors là, la question, elle est difficile. Enfin, je dirais qu'elle est difficile parce qu'elle est très large. Là aussi, tout va dépendre du scénario. Tout va dépendre du départ, du cadrage en fait. Quelle simulation on va mettre en place? Ça peut être très court, comme s'il y a quand même, on va dire, une dizaine, voire une quinzaine d'étudiants, c'est sûr que le débriefing, puisque c'est ça qui prend du temps, va être beaucoup plus long. Donc, tout dépend aussi de la séquence pédagogique. Donc, c'est vraiment à quel moment, je dirais la question serait plutôt à quel moment je mets en place une séance de simulation et du coup, je travaille sur la structure pédagogique, du coup, à comment je vais l'organiser.
Donc, on peut très bien faire une simulation en 1 heure, on peut faire de la simulation en 2 heures, on peut en faire en 4 heures. Donc, voilà, c'est vraiment le cadrage qui va déterminer qu'est-ce qu'on veut finalement évaluer. Sachant, si je puis me permettre, que l'avantage aussi, c'est que les autres étudiants ne sont pas inactifs, puisqu'ils ont le rôle de pairs aussi, qui vont regarder, qui vont analyser, qui vont aussi proposer des éléments, alors pas de correction, hein, mais des éléments de questionnement, de voir comment ça se passe, de proposer d'autres, en fonction de l'animation en fait du formateur, hein, bien évidemment, lorsque l'on est dans le débriefing. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont là aussi pour accompagner et pour apprendre en voyant ce que fait l'autre. Donc, il n'y a pas cette situation d'attente du reste de la classe qui devra attendre son tour pour le passage et pendant ce temps, il fait rien. Donc, c'est vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit, on peut se projeter aussi, hein, quand l'autre passe, on se projette aussi dans ce qu'il se passe et ça nous permet de voir comment fait l'autre aussi. Donc, il y a vraiment un intérêt que l'on soit d'un côté ou de l'autre de la simulation et je pense que c'est ça qui est aussi intéressant dans ce type de pédagogie. Et si je peux rajouter aussi, tout dépend parce que peu importe le temps parce que quand vous dites le temps de la simulation, c'est la séquence complète. Donc, c'est-à-dire qu'on entend hein, les 3 étapes qu'on a vues, hein, briefing, mise en situation, débriefing. Il faut savoir que la mise en situation, si elle dure 5 minutes, le débriefing, il doit faire le double au minimum. Donc ça, voilà, c'est ça qu'il faut surtout évaluer, c'est combien de temps on fixe pour la mise en situation et surtout combien de temps on garde pour le débriefing qui est finalement, j'allais dire, l'étape clé sans laquelle on peut pas finaliser. Enfin voilà, s'il n'y a pas cette séquence-là, c'est pas une réelle séquence de simulation et c'est la plus importante. Et pour le coup, vous venez de parler beaucoup de temps, mais il nous en reste très peu. Donc, je vais poser encore 2 questions qui sont apparues. Utilisez-vous la simulation comme support d'évaluation normative? Alors, donc oui, du coup, donc, faut quand même dire, enfin, voilà, il faut avouer que nous, c'est très récent, hein, quand même, septembre 2021, ça fait juste 1 an. Donc, on l'a pas vraiment mis en séquence normative. On fait de la normative, bien sûr, mais en séquence certificative, on l'a fait 1 fois, puisque bon, on est sur des parcours de formation où l'ancien référentiel, il y avait ce qu'on appelait des mises en situation professionnelle, comme les IFSI, hein, qui ont disparu, mais bon, voilà, quand il y a toujours une réingénierie, on a souvent 2 parcours de formation qui se chevauchent. Et donc, j'ai pris la décision voilà, de mettre en place une mise en situation certificative. Donc, parce que là, normative, on en fait au quotidien, je dirais. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'était par rapport à de la normative. Donc, on fait beaucoup plus de normative que de certificative. D'accord. Alors, 2 dernières questions, et après, nous répondrons par écrit aux suivantes. Faites-vous intervenir des patients simulés, acteurs rémunérés, dans vos simulations? Alors, j'ai cru entendre un Oui. début de réponse tout à l'heure, où effectivement vous le Pas faisiez même avant. Pas sur toutes les formations, mais oui. La réponse est oui. Très bien. Et surtout pour les certifications. D'accord. Comment allez-vous mettre en œuvre la simulation en pharmacie, pour la pharmacie? Alors, j'imagine que dans la question, il y a l'utilisation de mannequins ou quel matériel allez-vous utiliser, comment allez-vous faire? Parce qu'on a vu tout à l'heure comme une officine en pharmacie. Oui, alors je peux commencer peut-être à répondre, Marie-Pierre, ou comme Oui, si bien tu sûr, veux. vas-y. Oui. L'idée, c'est qu'effectivement, on a ce qu'on appelle chez nous des pharmatech, c'est-à-dire des simulations. Alors, on n'a pas attendu la simulation ces derniers temps, ce qu'on fait là, enfin, ce qu'on vous explique là, on le fait depuis bien longtemps, et on a ajouté à cela aussi ce qu'on appelle les évaluations transversales, c'est-à-dire de faire plusieurs activités formatrices autour de la pharmacie, que ce soit sur une pathologie, que ce soit sur de l'ordonnance ou autre, voilà, avec
avec à un moment donné un travail de communication sur en officine, voilà, une situation avec un client qui viendrait au comptoir à l'officine. Donc du coup, vous comprenez qu'on avait déjà beaucoup d'éléments qui répondaient à la simulation pour l'officine, en l'occurrence la fausse pharmacie, la pédagogie. Ce qui nous manquait, ce qu'on va apporter grâce, qui va apporter une vision supplémentaire, c'est effectivement l'utilisation du respect du protocole, c'est-à-dire ces fameuses phases de briefing, simulation, debriefing et les scénarios qui vont être extrêmement développés, et également les outils technologiques, particulièrement la caméra que l'on va intégrer à nos salles de simulation de pharmacie pour pouvoir, encore une fois, permettre l'immersion totale de l'étudiant qui se retrouvera dans une officine, qui devra répondre aux questions du facilitateur. Vous comprendrez qui sera un client, patient qui viendra pour tout type de questions, hein, en fonction du scénario. Mais vous comprenez bien que on se retrouve dans la même situation que ce qu'on disait tout à l'heure pour l'auxiliaire de périculture, sauf que là, on l'intégrerait dans nos officines pour là retravailler sur effectivement aussi ce qu'on disait tout à l'heure, le face-à-face avec le client qui a, alors là, en termes de savoir-être, ça décuplerait en fait ce travail à ce niveau-là. Alors Marie-Pierre, tu veux peut-être compléter également, mais si Non, ça a c'est très l'idée, bien. là. C'est très bien, Jérémy. Bon, le temps court, je crois que nous avons même dépassé le temps qui nous était imparti. Pour ma part, moi, je voudrais vraiment vous remercier tous pour avoir partagé votre expérience avec nous, l'AERDAL, mais aussi avec toutes les personnes nombreuses qui ont participé à ce webinaire. J'y ai trouvé un intérêt énorme. Je trouve que votre expérience est intéressante pour beaucoup de personnes et très innovante aussi, parce que chez l'AERDAL, on fait évidemment beaucoup dans la simulation, dirais-je, mais en tout cas, dans votre structure, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous et qui nous permet de réfléchir effectivement à des développements et savoir un petit peu comment nous allons pouvoir adresser des établissements tels que le vôtre. Vous garderez toujours une place bien évidemment prépondérante dans notre cœur, mais non, c'est vraiment une très belle expérience que vous avez partagée. Et donc, simplement pour rappel aussi, pour tous les participants, nous allons envoyer un lien, alors peut-être pas là tout de suite, mais dans quelques très courtes journées, vous envoyer un lien vers l'enregistrement. Vous savez aussi que vous pourrez répondre à cet email que vous allez recevoir si vous souhaitez plus d'informations, avoir je sais pas, une mise en relation ou quelle que soit votre demande, vraiment n'hésitez pas. Et est-ce que je vous laisse le mot de la fin, l'équipe de la CPPAV? Oui, alors moi, je vais me saisir de cette opportunité pour dire que bon, nous avions des contraintes de temps, donc nous ne sommes pas allés tout à fait au bout de là où nous aurions voulu aller. Nous sommes CFA, ce sont des formations en alternance. Après, la suite qu'il pourrait y avoir à ce webinaire, c'est comment on articule la simulation en santé avec la vraie vie, c'est-à-dire comment on articule l'alternance entre ce qui se passe chez nous et ce qui va se vivre en entreprise. Là aussi, c'est une autre grosse ingénierie que vient provoquer de mettre en place de la simulation dans nos CFA. Mais c'est un point très, très important de pas travailler en vase clos chez nous, mais de vraiment bien articuler ça avec la vraie vie. La vraie Prenons vie au rendez-vous, travail. Marie-Pierre. Oui, bien sûr, on prendra rendez-vous. Parce que c'est un point essentiel quand on est CFA, Bien sûr. cette articulation. En tout cas, merci Gérard, merci la l'AERDAL. Bon, c'était avec plaisir. Non, je trouvais que votre expérience était vraiment intéressante à partager en tout cas. Très riche. Merci à tous, merci à tous les participants. Nous espérons que vous avez trouvé de l'intérêt à cet échange. En tout cas, vous êtes restés très nombreux tout au long
de cette présentation, ce qui est très rassurant pour tous. Et nous vous souhaitons une excellente après-midi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mm. Au revoir.